Et concernant donc la zone du Nord, eh bien, ces renseignements sont fournis pratiquement ou tous les jours ou tous les 2 jours. Et les différents postes, c'est-à-dire que vous avez là une masse au jour le jour, n'est-ce pas, d'informations, et d'informations qui sont fournies par des informateurs rétribués, notamment un fichier qui est très bien tenu des anciens soldats qui provenaient de la zone nord, dans les soldats de l'armée française, un fichier bien tenu des notables qui trafiquent avec l'Oranie ou avec Tanger, qui sont auteurs d'informateurs des services français. Et vous avez donc un bulletin quasi quotidien, en disant donc les nouvelles. Mais ça va très loin dans l'information, c'est variable suivant les jours. Et certains jours, vous avez 3 ou 4 pages sur la zone nord, et avec des détails extrêmement précis sur, je l'ai là quelque part dans mes papiers, je vous le montrerai, sur les fiches. Ce sont donc une sorte de fiches où il y a mouvement des personnalités. Alors on dit monsieur Untel est allé rencontrer nuitamment monsieur Untel, etc. Personnalité, où il y a les renseignements économiques sur les récoltes notamment, sur les prix. Ça c'est extrêmement intéressant. Vous avez des mercuriales sur les prix et sur l'opinion publique. Alors pour les prix par exemple, là je m'amusais à dépouiller l'année 1938, qui est une année sensible dans le mouvement nationaliste, dans le recrutement. Eh bien il y a des hausses de prix, des mécontentements, et vous avez donc là des mercuriales, des listes de prix hebdomadaires qui sont données sur notamment les produits de base. Donc à partir de là, pour la zone nord, c'est d'un extrême intérêt. Il est possible même que j'en ai quelques-uns là. C'est fait systématiquement, vous voyez. Et alors le déplacement des personnalités, il y a même l'analyse de certains articles de la presse locale, de la presse du Nord. Donc je pense que pour l'ex-zone nord, pour le nord du Maroc, vous avez là une source qui sera très, très importante, parce qu'il n'y a pas intérêt à masquer la réalité, au contraire, on colle au plus près de la réalité. Militairement, est-ce qu'il y a militairement, les archives ne sont pas restées ici, à ma connaissance. Et je dois dire que dans ce fouillis des 2 kilomètres, bon, je travaille depuis 1 an avant que l'accord ait été conclu. Je ne peux pas vous dire, mais il semble que militairement, il n'y ait rien dit. Ça, c'est à Vincennes, certainement. Par contre, vous avez beaucoup de dossiers, évidemment, qui sont fort intéressants sur l'opinion, parce que les dossiers de presse sont extrêmement nombreux. Il y a des dossiers sur chaque journal, sur des extraits des journaux, c'est extrêmement intéressant. Et sur, évidemment, les personnalités. Là, c'est ça qui est délicat, parce qu'il est bien évident que je désire que ce dépôt, comme tout le monde, soit ouvert et le plus libéralement possible. Comme toujours, il y a la mise en cause de personnalités qui sont encore vivantes, dont les enfants sont encore vivants, et que là, il faut qu'il y ait une dose de réserve pour ces dossiers personnels. Et il y a beaucoup de dossiers personnels qui sont inclus dans ces dossiers techniques. Mais le fonds peut-être le plus riche est celui des municipalités. Un des fonds qui malheureusement a beaucoup souffert de disparition, c'est celui des régions. Donc des régions, il reste vraiment bien que 3 ou 4 régions marocaines. Les dossiers proprement techniques qui seraient intéressants.
Eux sont presque intacts. Je parle des dossiers concernant les eaux et forêts, concernant les mines, etc. Ça, tous ces dossiers-là sont en très bon état et en série continue. Cette politique, elle a plus été. Dans les dossiers politiques, si vous voulez, finalement, évidemment, eux, ils manquent un peu. On les trouve au niveau des dossiers régionaux, parce qu'il y a des jugements sur, évidemment, les personnalités dont certaines étaient surveillées, donc sur leur déplacement, leur rencontre, il me semble plus anecdotique d'ailleurs que d'un intérêt réel, mais il y a des renseignements de caractère politique. Enfin, c'est surtout des documents de gestion économique et administrative. Étant très méfiant concernant les... Comment, pardon? Étant très méfiant concernant les documents qui proviennent des sources consulaires français, je voudrais quand même vous poser la question, est-ce qu'il y a des auteurs de ces documents qui sont beaucoup plus illustres, qui ne sont pas forcément des informateurs, des orientalistes par exemple, des sociologues? Oui, mais si vous voulez, je comprends assez mal votre question. Il y a des consuls qui sont d'une notoriété ou des administrateurs, je pense à Jacques Berck, qui a été un des plus célèbres. Alors, vous avez deux types de dossiers. Vous avez des dossiers d'ordre technique qui sont restés. Les dossiers d'ordre politique, eux, sont généralement à Nantes. Je dis généralement, été rapatrié. Il y a un fonds qui est extrêmement riche, moins parce qu'il a été pillé aussi, moins peut-être en quantité que dans sa qualité. Il y a deux fonds qui sont d'un privé, en quelque sorte d'un intérêt particulier, mais c'est le fonds de Michaud Beller. Michaud Beller, que vous savez peut-être, a été un des arrivé à Tanger en 1888, et Michaud Beller arrivé à Tanger en 1888, a appris l'arabe, etc. Connaissait bien le pays, était intelligent. Il s'est installé à Aksar-Kébir, à Aksar, où il a monté, il a été nommé agent consulaire, et puis il a fini par être conseiller, il a été plutôt le directeur, un des directeurs de la mission scientifique française créée à Tanger en 1904 pour la pénétration pacifique. Donc là, il a été chargé de recherche et ensuite il a été contrôleur et puis est devenu conseiller du gouvernement pour les affaires marocaines, les affaires qu'on appelait indigènes ou chrétiennes. Et il connaissait donc parfaitement le pays, parlait parfaitement l'arabe et a beaucoup écrit, et a laissé beaucoup de manuscrits non publiables à l'époque et non publiés qui sont dans ce fonds. Donc là, vous avez des manuscrits absolument remarquables, n'est-ce pas, de Michaud Beller. Alors je pense qu'on devrait retrouver dans certains fonds, peut-être dans le fonds agriculture par exemple, on devrait retrouver des papiers de Jacques Berck, du temps qui s'occupait du paysanat. Mais il est bien évident que la plupart des pièces, alors j'avais commencé, il y a un deuxième fonds privé, d'origine privée intéressant, c'est le fonds d'un conseiller du gouvernement qui était Weisgerber. Et certains d'entre vous connaissent peut-être Weisgerber, qui a publié un livre célèbre qui s'appelle Au temps d'Esmeralda, qui raconte donc ses aventures. Weisgerber est arrivé au Maroc en 1898 et il a été le correspondant du journal Le Temps pendant une décennie, donc il suivait pour Le Temps toutes les méhallas, tous les camps, etc. Et ensuite, il est devenu contrôleur dans les services du contrôle civil,
conseiller du gouvernement pour les affaires chérifiennes, pour les affaires marocaines. Et Weisgerber a laissé tous ces papiers à la bibliothèque générale, donc qui font partie de ce fonds, avec les notes qui avaient servi, des correspondances, des coupes de presse. Il y a là un fonds très riche. Weisgerber est mort, je ne saurais vous dire quand, mais au lendemain de la guerre, il est mourir dans les années 50 ou un peu après. Parce que quand j'étais jeune chercheur, que je commençais ma thèse juste après la guerre, je suis allé interviewer Weisgerber, qui m'avait passé d'ailleurs des documents, etc. Donc il y a là quelques papiers privés d'un grand intérêt. Monsieur Jean-Louis, je suis bien heureux de vous revoir. Nous aussi. Alors, qu'est-ce qu'il en est des archives de l'Église? Est-ce qu'ils sont transportés en France, à Nantes, à Aix-en-Provence, à Paris? Ils sont restés au Maroc? Vous n'en avez pas parlé? Je ne peux pas vous en parler. La séparation de l'Église et de l'État étant une règle en France. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas chez nous, enfin chez nous maintenant, dans ce dépôt, de papiers intéressants l'Église. Alors l'Église, il y a simplement, s'il y a des papiers intéressants, il y a des papiers concernant la politique vis-à-vis de l'Église. Ça, c'est un petit peu différent, ce n'est pas les papiers des Églises. Et en particulier, il y a deux séries de documents qui seraient très intéressants à exploiter. C'est en particulier la querelle, ou plutôt le problème, de la relève des franciscains espagnols par un clergé français, qui ne s'est fait que tardivement, parce que dans les accords internationaux et pour l'Église, le Maroc était réservé en terre de propagande de l'Espagne. Et tous les missionnaires et tous les clergés même séculiers, les prêtres, étaient espagnols, jusqu'en 1925. Et c'est à partir de 1925 seulement qu'on a commencé à introduire un clergé d'origine française. Et il y a donc là un problème extrêmement intéressant, parce qu'il y a toute une série de débats, et de débats qui en particulier rebondissent à peu près dans ces années ou un tout petit peu plus tard, à propos de la conversion d'Abdeljelil, qui a fait grand problème, et contre lequel d'ailleurs la résidence s'est élevée, était tout à fait contre cette exploitation de la conversion d'Abdeljelil au christianisme. Mais sur ce domaine, c'est assez pauvre. Ce que vous trouverez là surtout, c'est ce qui touche les services administratifs qu'on appelait néo-chérifiens. Donc vous avez la direction de l'agriculture, la direction des eaux et forêts, la direction qui s'occupe des mines, etc. Tout ce qui est à connotation politique est déjà beaucoup moins important, sauf au niveau des régions, sauf au niveau des chefs de région. Tout d'abord, je m'interviens au nom de M. Abdallah Zougaï, qui vous remercie beaucoup de votre exposé édifiant et qui vous pose une question, la suivante. Est-ce que par la découverte de ces nouvelles sources concernant l'histoire du Maroc, est-ce qu'on peut s'attendre à des libérations, à des vérités qui contribueront à la métamorphose, aux transformations de notre histoire contemporaine? Votre question est pertinente. Je ne pense pas qu'il faille s'attendre à des découvertes spectaculaires. Il est bien évident que ce n'est pas impunément que 40 ans sont passés avant que ces archives ne s'ouvrent ou s'en trouvent, et que ces archives, certains y avaient une consultation. Elles ont donc été, il faut dire les choses comme elles sont, elles ont été en partie épurées. Bon, il est bien évident qu'il y avait des personnalités, on ne peut pas porter de jugement, on n'est pas dans le contexte de l'époque,
personnalité qui était compromise, disons, avec le protectorat des années 50, si vous voulez, et qui sont devenus ensuite des grandes figures résistantes, dont évidemment l'intérêt était que les traces anciennes disparaissent un petit peu. C'est humain, c'est normal, ça se passe partout. Donc, je ne pense pas que l'on puisse s'attendre à des révélations bouleversantes, immédiates. Mais je pense, et ça très profondément, sinon je ne le ferai pas, que nous allons avoir une toute autre image de l'action positive et négative, de la politique profonde du protectorat, parce que jamais cette politique n'a été écrite à partir des sources primaires. Elle a toujours été écrite à partir de sources secondaires ou de sources partielles et partiales, tandis que là, nous allons avoir la possibilité de confronter les sources originelles qui n'ont pas été touchées avec des sources marocaines, avec des sources étrangères, c'est-à-dire de pouvoir enfin toucher de plus près la réalité. L'historien ne vise jamais à toucher la réalité, mais à s'en rapprocher. Et là, nous allons faire un grand pas, je crois, vers cette vérité, dans la mesure où nous allons avoir des documents de base. Des documents qui sont faits sur le terrain et sur le moment, c'est-à-dire sans vraiment d'arrière-pensée. Un petit gestionnaire qui a un problème à résoudre dans un petit bled, il le résout sans se poser de grands problèmes métaphysiques, si vous voulez. Là, on aura une réalité brute et non pas une réalité enjolivée ou transformée dans un sens ou dans un autre. C'est dans cette mesure que je crois que l'histoire en est quand même en partie transformée par ces accumulations de nuances. Car c'est forcé, surtout après des crises, etc., à un moment, il est forcé qu'on soit à un moment manichéen, c'est blanc ou c'est noir. On verra que c'était blanc, noir, gris, rose, il y avait toutes les couleurs, suivant les périodes, suivant les hommes, suivant les lieux. Il y a eu des hommes de grande qualité dans l'administration du protectorat, de très très grande qualité. Il y a eu des hommes de très basse qualité aussi, n'est-ce pas? Alors là, enfin, on va pouvoir nuancer, trier, montrer que ce qui s'est passé ici ne s'est pas passé de la même façon tout à fait là. Et cette impression d'uniformité de l'histoire va disparaître. Alors on va pouvoir enfin nuancer. Ça, je crois que c'est extrêmement important dans notre... Et puis surtout, j'espère que cela aura un effet d'entraînement, c'est-à-dire de déblocage des archives du Marzen, des archives marocaines. C'est un autre problème, mais je pense que ce sera un élément d'entraînement pour une vision plus large. Merci pour vous avez parlé des archives maritimes et coloniales et aussi armées. Mais pour ce qui concerne les relations entre le Maroc et les pays maghrébins, est-ce qu'on peut trouver des archives qui concernent ce domaine-là, le domaine des relations, et aussi les archives qui concernent les activités sociales entre les pays maghrébins? Surtout, vous avez parlé, ou vous avez dit qu'il y a des archives en Aix-en-Provence qui concernent l'histoire de l'Algérie et l'histoire du Maroc. Alors, là, je peux vous répondre que ces archives, ces éléments existent. Donc, mais il n'y a pas un fonds bien constitué concernant ces relations, qui se trouve plutôt dans le fonds d'Aix-en-Provence, où ont été ramenées les archives d'Algérie. Car c'est surtout à partir de l'Algérie que se faisaient ces enquêtes, ces informations donc sur les relations Est-Ouest. Mais au Maroc, le mouvement était quand même suivi,
là, elle est suivie, c'est assez intéressant de voir comme ces services assez bien organisés, elle est suivie à la piste. On dit il est arrivé tel jour, il a été hébergé chez un tel, il est parti le lendemain, il a été hébergé chez un tel, il a rencontré, il y avait des informateurs partout, et là, évidemment, il y a des renseignements très, très précis sur ces déplacements ou sur des extraits de presse. Il y a, je pense que pour vous, ce n'est pas très intéressant, et pour d'autres chercheurs, il y a d'assez bonnes, assez régulières analyses de la presse de la zone nord, qui était très, très, très suivie, et des interprétations sur les personnalités de ce qu'on appelle la zone nord, où on insiste surtout, je pense qu'il s'agit sur leur possible rivalité, les possibles tensions de l'un à l'autre. On sent que, sans que j'en ai encore la preuve, on pourra peut-être un dossier, on sent qu'il y avait envie de jouer à l'intérieur de la zone nord des rivalités entre personnes. Et donc là, c'est assez net. Je tiens d'abord à vous souhaiter la bienvenue et secondo, vous féliciter pour le magnifique travail que vous êtes en train de réaliser. Il va permettre de donner vraiment plus de continuité à l'histoire du Maroc. Vous avez mentionné que dès 1956, il y a eu un partage des archives entre la France et le Maroc. Les 2 tiers concernant les archives que vous avez nommées de souveraineté sont allés en France, tandis que le 1 tiers de ces archives dites de gestion sont restés au Maroc. Vous avez signalé aussi que vous vous êtes vu obligé, lors de votre travail sur les archives de gestion ici au Maroc, de les contraster avec les archives se trouvant en France, dites de souveraineté. Alors ma question est la suivante. Est-il possible ou faisable maintenant, 40 ans après 1956, de récupérer les archives de souveraineté, vu l'incontestable intérêt pour nos chercheurs et pour l'histoire du Maroc en général? Je peux vous répondre catégoriquement non. Là, ça c'est catégorique. Ces archives sont considérées comme patrimoine français et considérées comme telles incessibles. Voilà. Ça, c'est extrêmement net. J'ai ici le protectorat du Maroc, j'ai ici l'inventaire, bref, de Nantes, n'est-ce pas, qui pourrait intéresser certains d'entre vous, mais c'est considéré comme des archives françaises. De même que désormais, je l'indique tout à l'heure au passage, les archives qui sont ici sont des archives marocaines, quelle qu'en soit de l'origine à partir du moment où le partage a été fait. Alors ce qui est possible, c'est évidemment des accords limités qui ont été faits avec d'autres pays, mais qu'on a de moins en moins tendance à accepter, des tendances, des accords limités d'échange de pièces qui auraient été dans le partage, puisqu'il s'agit d'un acte diplomatique signé entre le gouvernement marocain devenu indépendant et le gouvernement français, dans le partage aurait été mal. Donc les 2 parties reconnaissent par négociation qu'ici il y a eu un partage mal fait et que ce lot doit retourner dans tel ou tel pays. C'est de plus en plus difficile et de plus en plus douteux. À ma connaissance, un des seuls mouvements qui a été fait dans ce sens a été fait en faveur de l'Algérie il y a quelques années, il y a déjà 8 ou 10 ans, et c'était des archives qui étaient antérieures à 1830. C'était des archives algériennes de 1827 à 1830. Donc le gouvernement algérien, très légitimement, en 1827, il n'y avait aucune raison que ces archives-là vous appartiennent, puisqu'il n'y avait pas de souveraineté française sur l'Algérie. Il y a eu restitution après microfilmage. Et c'est la solution vers laquelle on se tourne de plus en plus, c'est-à-dire non pas de restituer les originaux, mais de fournir des microfilms complémentaires, des photocopies ou microfilms complémentaires des
sauf s'il y a, comme je le signalais, pour ce petit fonds concernant l'enseignement particulier, qu'il y ait ici des dossiers des instituteurs français de 1920 et que les dossiers des instituteurs d'origine marocaine soient à Nantes est une aberration de façon très différente, parce qu'on a tout embarqué. Il n'y a pas eu de partage, on a tout embarqué, donc maintenant on reconstitue des archives. Ici on avait laissé l'ennui, évidemment, la tristesse de voir ce fonds disparaître, voir se fondre un petit peu avec ces pièces les plus importantes, dérobées, traitées, pas rendues. Et il était nécessaire que ce service fût organisé. Et je pense que c'est à l'opinion que vous représentez, c'est-à-dire l'opinion des universitaires, des chercheurs, des lettrés, des amoureux de leur pays et de leur tradition, de faire un peu, je ne dis pas pression, mais de montrer qu'il est nécessaire que ce problème des archives marocaines soit conçu au niveau de l'État, puisqu'il n'y a pas de législation d'archives. Finalement, on ne sait pas trop pourquoi telle archive s'en vont à tel endroit et tel autre à tel autre endroit. Je vais vous en donner un exemple tout frappant. Vous savez que c'était une grande œuvre, donc, avant le protectorat, qui n'était pas innocente, je le sais, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est des sources inédites de l'histoire du Maroc. Eh bien, les sources inédites de l'histoire du Maroc étaient installées place des Pyramides à Paris. Il y avait toute une équipe prestigieuse, que c'est Brissac, ses successeurs, etc. Eh bien, au lendemain, dans ces négociations, la section historique qui était à Paris a été confiée, a été remise au Maroc. Donc, dans ce partage, la section historique était remise au Maroc. La première des choses qu'ont fait les autorités marocaines, c'est de supprimer la section historique et de la transporter à l'ambassade du Maroc à Paris, c'est-à-dire de faire de ce qui était un instrument de recherche et universitaire un instrument finalement sous la coupe politique. Et tout récemment, ça date de quelques semaines, ces archives, qui étaient donc à l'ambassade du Maroc à Paris, sont revenues à Rabat. Et elles sont revenues aux archives Marzen, aux archives royales. Donc elles sont maintenant aux archives royales avec les difficultés ou les impossibilités qu'il y a souvent de consultation de ces fonds. Donc il y a là évidemment un problème, et un problème, ça c'était un bien dans le partage, c'était un bien marocain, c'est rapatrié sur le Maroc, c'est très bien, c'est mis là, c'est très bien, mais pour vous, chercheurs marocains, ça pose quand même un problème, n'est-ce pas, que l'accessibilité de ces fonds Maroc, c'est-à-dire, si vous voulez, pour être franc, le caractère un peu anormal que l'ensemble de votre système d'archives fonctionne sur un daïr laconique, un daïr d'une ligne remontant à 1927. Il y a là évidemment un peu un paradoxe. Et je pense que dans l'esprit, puisque cette convention a été signée au plus haut niveau, par le représentant, l'ambassadeur de France et par le ministre marocain de l'Éducation, je pense qu'au plus haut niveau, on y est sensible, et que si l'on fait cette opération que j'anime, c'est pour justement essayer par ce biais de développer l'ensemble du problème des archives marocaines, car il y a, c'est pas la peine de le nier, un problème des archives marocaines. Monsieur, est-ce que vous n'avez pas constaté que parmi ces documents, il y en a quelques-uns qui ne peuvent pas être utilisables comme témoins par l'historien, pour une raison ou autre? Est-ce que vous avez un exemple, par exemple? Oui, oui. Je peux vous le dire. Et c'est pour cela que nous allons être amenés, si vous voulez, c'est très compliqué, parce que, par définition, nous adoptons la politique la plus libérale qui soit. Si cette opération a lieu, qui est quand même une opération qui coûte cher, qui mobilise beaucoup d'énergie, c'est pour que, enfin, cette richesse commune de nos deux pays soit exploitée par les chercheurs du monde entier. Voilà, c'est la finalité.